La séance est ouverte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'audition de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Il a été auditionné le 16 avril dernier par la Commission des finances sur le rapport du budget de l'État en 2024. Pierre Moscovici est aussi revenu sur l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Le président de la Cour des comptes a d'abord pris la parole avant d'échanger avec le président de cette Commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, et le rapporteur Yotte, Charles de Courson. Puis les députés ont pu poser leurs questions. On revient sur les meilleurs moments de cette audition. Regardez. Je m'apprête à vous présenter divers travaux. Le président vient de rappeler qu'il s'agissait de 2 rapports de la Cour des comptes et de 2 avis du Haut Conseil. J'aimerais toutefois attirer votre attention sur un point, c'est que si le RBDE sur l'exécution de l'État et la certification de l'État portent uniquement, comme leur nom l'indique, sur les finances de l'État, les 2 avis du HCFP, que je vais également vous présenter, portent sur les finances de toutes les administrations, ce qui est un périmètre plus large, ce qui peut donner non pas des confusions dans les chiffres, mais l'impression que les conclusions sont légèrement différentes, mais ceci explique cela. Nous tenons beaucoup à la publication de ces rapports et avis et à leur présentation devant vous, mesdames et messieurs les députés. C'est un moment important pour les débats publics. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie a annoncé une révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2025 de 0,9 à 0,7 points de PIB, et les turbulences au niveau international pourraient enregistrer de nouvelles évolutions, comme l'a dit hier le Premier ministre. Ces éléments s'ajoutent aux fragilités initiales de notre trajectoire de moyen terme, déjà soulignée par la Cour et le HCFP ces derniers mois, mais elles ne doivent pas nous en faire dévier. Et si je n'avais qu'un mot à dire, je ne vais pas m'arrêter là bien sûr, c'est qu'il est impératif de respecter le programme structurel à moyen terme, le PSMT, à commencer par l'objectif de déficit de 5,4% en 2024. C'est une question de crédibilité, de souveraineté, de soutenabilité pour la France. Je remercie toutes celles et ceux qui sont à mes côtés, nombreux, qui ont participé à la confection de ces avis et rapports. À côté de moi, vous avez la présidente de la première chambre, Karine Corby, et Nicolas Carnot, qui est le nouveau rapporteur général du Haut Conseil des finances publiques. Je vais débuter mon propos par la présentation du rapport sur le budget de l'État en 2024, le RBDE, qui, comme son nom l'indique, porte uniquement sur le budget de l'État. En février dernier, je vous présentais notre rapport sur la situation d'ensemble des finances publiques. Il qualifiait l'année 2024 comme celle d'une dérive inédite des finances publiques, principalement en raison d'une forte dynamique des dépenses des collectivités locales et des dépenses sociales. Le constat était un peu plus nuancé s'agissant de l'État, et notre rapport publié aujourd'hui le confirme. Le RBDE revient sur le déficit budgétaire toujours très élevé de l'État, qui accroît le besoin de financement et la dette au terme d'un exercice 2024 que je qualifierais de chaotique. Dans ce contexte, le déficit budgétaire de l'État a atteint 156 milliards d'euros en 2024. Soyons clairs, c'est un mauvais résultat. Il est supérieur de 9 milliards d'euros à l'objectif fixé en loi de finances initiale pour 2024. Il s'améliore certes de 17,1 milliards d'euros par rapport à 2023, mais c'est vraiment le minimum, car la quasi-extinction des mesures exceptionnelles prises pour faire face à la hausse des prix de l'énergie représente justement une moindre dépense de 17 milliards d'euros. Il reste par ailleurs très élevé, mais très éloigné du niveau constaté avant la crise sanitaire. Je rappelle que le déficit budgétaire en 2019 était de 92 milliards d'euros. Il est aussi supérieur à celui de l'année 2022, qui était marqué par le déclenchement de la guerre et la montée de l'inflation au lendemain de la crise Covid. Ce niveau de déficit très élevé toujours a plusieurs causes. Il est principalement imputable à la conception même du projet de loi de finances pour 2024. Ce dernier, nous l'avons dit, était établi sur des bases peu réalistes. Nous avions jugé que la prévision de croissance initiale, qui était de 1,4%, était élevée. C'était même le moins que nous puissions dire, puisque le consensus des économistes sur la croissance était alors de 0,8%. La partie recettes reposait sur ces prévisions de croissance surestimées. Elle a été abaissée de 0,4 points dès février 2024. Elle reposait sur des prévisions élaborées à l'été 2023, qui étaient nettement trop optimistes en termes d'évolution spontanée des grands impôts, une sorte de double surestimation en quelque sorte de la croissance, mais aussi de son effet mécanique sur l'assiette des impôts, qui a entraîné un écart majeur entre prévision et réalisation. Je vais y revenir. Dans sa partie dépenses, la loi de finances initiale manquait singulièrement d'ambition. À part la fin de quelques mesures exceptionnelles que j'ai citées, aucune réforme structurelle n'était inscrite dans le projet de loi de finances, en dépit des revues de dépenses qui avaient commencé dès le début de l'année 2023. À ces 2 faiblesses de la LFI s'est ajouté vite
l'ombre portée des très mauvais résultats de l'exercice 2023. La dégradation de 2023 n'a été pleinement mesurée qu'en toute fin d'année, ce qui explique que l'effet de base qu'elle a engendré ne pouvait en effet être que partiellement anticipé, mais cela a eu un effet très clair, à savoir que les objectifs de la loi de finances initiale pour 2024 sont devenus inatteignables avant même, et vous le savez aussi bien que moi, mesdames et messieurs les députés, que commence l'exercice. Dans ces conditions, une loi de finances rectificative en février ou en mars 2024 eût été non seulement logique, mais nécessaire pour tirer les conséquences des résultats de 2023 et sauver en quelque sorte le solde 2024 et avec lui la crédibilité de notre trajectoire. Le gouvernement, en faisant le choix de ne pas déposer de projet de loi de finances rectificative, même si ce choix, je ne suis pas à discuter, il était peut-être contraint par une situation politique, s'est privé du seul vecteur qui eût permis un réel ajustement des recettes. À la place, il a mis en œuvre, incontestablement, une stratégie de gestion serrée et sous tension des crédits du ministère. Il a notamment pris deux décisions un peu contradictoires. D'un côté, l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits en février 2024 et quasi simultanément en mars 2024, le report entrant de 16 milliards d'euros de crédits. C'est ce qui nous fait caractériser dans le rapport l'année 2024 de gestion un peu erratique et de pilotage à vue en matière de crédit budgétaire. Par la suite, la succession que vous connaissez de reports, de gel, de surgel, de rabots a donné, c'est vrai, des résultats visibles en termes de maîtrise des dépenses, mais l'économie in fine n'est pas pérenne. Et j'y reviendrai. La conséquence de ce déficit toujours très élevé, c'est un besoin de financement et une dette de l'État qui continue d'augmenter et qui atteignent des niveaux toujours plus préoccupants. Le besoin de financement de l'État atteint 305 milliards d'euros en 2024, supérieur de 85 milliards d'euros avant la crise sanitaire. Dans ce contexte, l'encours de dette continue d'augmenter. C'est mécanique, avec un déficit permanent et toujours croissant à financer. À la fin de l'année 2024, l'encours total de la dette de l'État a atteint 2602 milliards d'euros. Il a donc progressé de 1075 milliards d'euros en 10 ans, de près de 780 milliards d'euros depuis 2019. C'est colossal et ça pose la question du coût de cette dette dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés. De surcroît, vous savez qu'est intervenue une dissolution de l'Assemblée qui a été sanctionnée par les marchés avec une augmentation des intérêts décaissés de près de 5 milliards d'euros pour atteindre 46,5 milliards d'euros. Je ne parle que de l'État, bien sûr. Je rappelle à cet égard que la dernière mesure des taux français à 10 ans était de 3,26%, que le spread avec l'Allemagne est toujours à près de 80 points de base. Nous ne sommes plus dans une décennie miraculeuse quand les taux baissaient tellement que la dette augmentait sans que son coût se ressente. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Et ça va aller en s'accélérant. Je mets ça dans votre viseur, mesdames et messieurs les députés. On en parle moins que du déficit, qui correspond à la nouvelle dette. Mais d'ici 2030, l'État devra avoir renouvelé 50% de son encours. C'est 1 300 milliards d'euros. Et il le fera à un taux d'intérêt qui sera très supérieur à celui qui avait été émis il y a 10 ans. Et donc, ça aura un impact sans aucun doute sur le service de la dette. Notre rapport analyse ensuite plus finement les composantes de ce solde. Je débuterai par les recettes fiscales. Après une nette baisse de plus de 7 milliards d'euros en 2023, elles augmentent légèrement en 2024, ce qui les porte à 325,7 milliards d'euros. Progression à relativiser, qui est d'abord très modeste, puisqu'elle est inférieure à la croissance du PIB, et qui est tirée uniquement par des hausses d'impôts et non par une dynamique d'ensemble. Au-delà de cette relative progression par rapport à 2023, ce qui est surtout frappant à mes yeux, c'est que les recettes fiscales en 2024 sont, je ne vous apprends rien, très nettement inférieures aux prévisions de la loi de finances. Depuis 5 ans environ, des écarts importants sont constatés entre prévisions et exécution des recettes fiscales, mais les mauvaises surprises en matière de recettes ont particulièrement marqué ces 2 dernières années. Il y a notamment un écart considérable en 2024 qui provient de multiples facteurs. Je dirais qu'il s'explique, nous l'évaluons aux 2/5 par l'effet de base des mauvais résultats de 2023. Les 3/5 restants proviennent de l'optimisme des prévisions en LFI 2024. L'évolution spontanée plus faible que prévu a pesé sur les recettes fiscales nettes à hauteur de 19,2 milliards d'euros, dont 10,2 milliards d'euros sur le seul impôt sur les sociétés. Pour n'en citer qu'un, l'écart de prévision sur cet impôt est considérable. Il représente 17,8% de son produit final. En miroir, les mesures nouvelles de périmètre et de transfert de fiscalité ont permis d'augmenter les recettes fiscales nettes de 3,6 milliards d'euros en 2024, soit 5,6 milliards d'euros au-dessus de la prévision de la LFI pour 2024. J'ai déjà eu l'occasion de le préciser de votre commission d'enquête, dont les résultats ont été dévoilés hier. Il est inconcevable, à mes yeux,
de conserver de telles incertitudes dans les prévisions qui sous-tendent nos trajectoires de finances publiques. Il faut impérativement revoir profondément notre façon d'élaborer nos prévisions. J'y reviendrai dans la présentation de l'avis du HCFP. Je dirais tout de même qu'une exigence de réalisme et même une forme de prudence doivent guider les prévisions macroéconomiques. On sait toujours que faire d'une bonne surprise, alors que les mauvaises surprises sont de plus en plus complexes à absorber. C'est une question de lucidité et de volonté politique. La volonté politique, c'est peut-être ce qu'on cherche pour réduire effectivement et durablement les dépenses de l'État au cours de l'année 2024. La normalisation du contexte économique à l'automne 2023 aurait dû conduire à une action résolue pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires et intégrer les économies structurelles inspirées par les revues de dépenses déjà lancées par le gouvernement. Force est de constater que ça n'a pas eu lieu. Les dépenses de l'État ont certes diminué en 2024 de 11,3 milliards d'euros pour s'établir à 443,4 milliards d'euros, mais cette baisse s'explique d'abord par la résorption des dispositifs exceptionnels de soutien face à la hausse des prix de l'énergie pour 17,3 milliards d'euros et aussi par de bonnes surprises, notamment sur la charge de la dette, qui a diminué facialement, notamment grâce à l'inflation. En parallèle, les autres dépenses ont augmenté de 10,6 milliards d'euros, presque autant qu'en 2023. Donc je dirais que pour ce qu'on appelle le cœur de la dépense, c'est pas bon, pour être tout à fait clair. Au-delà de ces grandes masses, le pilotage que nous qualifions à vue du gouvernement et la gestion erratique des dépenses a permis d'annuler un total de 17,8 milliards de crédits sur l'année. Mais ces annulations ont en partie servi à compenser le dépassement de certaines dépenses à hauteur de 8 milliards d'euros. Seule la différence, soit près de 10 milliards d'euros, a permis de limiter l'ampleur du dérapage sans pouvoir toutefois l'empêcher. L'ensemble de nos analyses converge donc vers un impératif, toujours le même, que je ne cesserai de répéter et marteler jusqu'à ce qu'il soit finalement pris en compte. Il est urgent que l'exercice des revues de dépenses engagées début 2023 prenne enfin l'ampleur, la portée nécessaire pour enclencher une véritable révolution, en tout cas une profonde évolution de la dépense publique, qui permette de renforcer la qualité de cette dépense, qu'il étaye de manière crédible le projet de loi de finances pour 2026, dont la préparation, si j'ai bien compris, commence maintenant. Nous faisons d'ailleurs une recommandation en ce sens dans notre rapport, dans le contexte du plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques annoncé par le gouvernement en mars. Il serait utile d'inclure dans les documents budgétaires pour chaque mission un tableau qui récapitulerait l'évolution de la dépense entre la loi de finances initiale de l'exercice et le projet de loi de finances pour l'exercice suivant, avec 3 facteurs: l'évolution tendancielle des dépenses, les dépenses nouvelles et les économies proposées. Ça a l'air simple comme ça, mais ça aurait le mérite de la lisibilité de la politique budgétaire qui doit reposer sur des choix explicites et transparents. Je pense que ce serait très utile à la représentation nationale. J'en viens à présent à la certification des comptes de l'État. La certification consiste à donner une opinion sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes. C'est une prérogative de puissance publique déterminante pour apprécier la situation financière réelle de l'État et de la sécurité sociale. Comme vous le savez, la Cour consacre des moyens importants à cette mission consacrée par la LOLF. M. Soubeyran, derrière moi, pilote l'équipe en question. Elle donne l'assurance au Parlement, mais aussi plus largement à l'ensemble des citoyens, que les comptes de l'État sont bien réguliers, sincères et fidèles, comme exigé par l'article 47.2 de la Constitution. C'est une mission au service de la transparence des chiffres pour les citoyens. Je suis désolé, et pour être honnête, franchement agacé, que pour la 19e année consécutive, les comptes de l'État ne soient pas en mesure d'être certifiés sans des réserves très significatives. Notre rapport, intitulé « Acte de certification », mentionne 5 anomalies significatives, c'est-à-dire des points sur lesquels nous estimons que les comptes sont sous-évalués ou surévalués de plusieurs milliards d'euros. Il mentionne également 11 insuffisances d'éléments probants ou des incertitudes. C'est des points sur lesquels nous sommes incapables de réconcilier les chiffres qui figurent dans les comptes avec ce que nous savons par ailleurs des finances de l'État. Il y a donc en tout plusieurs dizaines de milliards d'euros de différence. Alors 2 incertitudes ont disparu par rapport à l'opinion de 2023, mais 2 nouvelles sont apparues, ça fait toujours 16. Les points qui fondent actuellement l'opinion avec réserve de la Cour peuvent se répartir en 2 catégories. Ceux sur lesquels la fiabilisation des chiffres requiert d'importants travaux de l'administration, et ceux qui correspondent, il faut le dire, à un refus persistant de l'administration d'appliquer les principes et les normes comptables qui sont communément acceptés. C'est compréhensible que l'administration ne puisse pas mener de front tous les travaux importants qui permettent d'améliorer la fiabilité des chiffres, mais il est anormal qu'elle se refuse à corriger des anomalies de comptabilisation. J'aimerais vous faire part, mesdames et messieurs les députés, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur, s'agissant des suites, ou plutôt de l'absence systématique
de suite qui sont données à l'acte de certification que nous publions annuellement. Les réserves formulées par la Cour ne sauraient être prises à la légère ou contestées. Elles devraient au contraire faire l'objet de toute l'attention de l'administration pour les faire disparaître. En quelque sorte, là, nous jouons vraiment le rôle de commissaire aux comptes de l'État et de la sécurité sociale. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu une longue expérience dans le privé, ce n'est pas mon ADN. Mais j'ai quand même suffisamment fréquenté d'entreprises pour imaginer une grosse entreprise, et nous sommes une très très grosse entreprise, dans laquelle le commissaire aux comptes refuserait de certifier les comptes, ça arrive, ou le ferait avec des réserves importantes, et où les organes de gouvernance de la boîte diraient ben, on s'en fiche. C'est bien ce qui se passe là. Ça n'est pas possible. Et dans ces conditions, je dois dire que la Cour s'interroge vraiment sur l'évolution de sa position à l'occasion des comptes de 2025. La logique d'accompagnement des efforts de l'administration, qui a été la sienne depuis la première publication des comptes de l'État en 2006, a peut-être, sans doute, atteint ses limites. En l'absence de progrès significatifs en 2025, notamment sur la résolution des anomalies significatives, la Cour pourrait être amenée à tirer les conséquences, dans son opinion, en cohérence avec les normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère, autrement dit, à refuser de certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale. J'ai écrit hier une lettre en ce sens aux deux ministres chargés de l'économie et des comptes publics, parce que, franchement, pardonnez-moi ce mauvais poil, ça suffit. C'est pas possible. Nous consacrons à cela cette mission qui nous vient de la Constitution et de la loi des moyens significatifs. Nous produisons des États sérieux, ça doit être respecté. Parallèlement à ces deux rapports, je change de casquette. Le Haut Conseil a rendu aujourd'hui même 2 avis que je vais vous présenter. Je débuterai par l'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024. Dans cet avis, je me permets de dégager 3 messages. D'abord, je reviens sur l'ampleur de la dégradation des comptes publics en 2024, qui constitue, je le redis, une année noire pour nos finances publiques. Le déficit, vous connaissez les chiffres, le déficit public de toutes les administrations a continué de se creuser l'année dernière. Il a augmenté de 0,4 points de PIB par rapport à 2023 pour s'établir à 5,8 points, soit presque 170 milliards à la fin de l'année 2024. Pour mémoire, il était de 5,4 points de PIB en 2023 et de 2,4 points de PIB avant la crise sanitaire de 2019. Dans le détail, les dépenses publiques ont connu une hausse de 3,9% en valeur. En volume, le cœur de la dépense, c'est-à-dire la dépense hors charge d'intérêt, hors mesures exceptionnelles de soutien de crise, a connu sa plus forte progression sur les 10 dernières années. En parallèle, la croissance des prélèvements obligatoires de plus de 2,4% est moins forte, également moins rapide que la croissance du PIB. Et in fine, la dette grimpe de 3 points, elle s'établit à 113 points de PIB, pendant une période où, au contraire, tous nos partenaires, et y compris les plus proches, je pense à l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne avait déjà des comptes très sains, l'Italie est en train d'assainir les siens, ont fait des efforts considérables. Nous avons continué en quelque sorte comme si le quoi qu'il en coûte se poursuivait après les crises. La crise sanitaire, où il était entièrement justifié. La crise énergétique et inflationniste, où il était pour nous moins justifié. Ensuite, on est hors crise. Et néanmoins, ça continue à filer. Et ça file plus que jamais. Notre alerte tient en quelques mots. Le PLF 2024, qui avait vocation à amortir cette dégradation, est une occasion manquée. Le Haut Conseil a donc examiné les différents facteurs qui expliquent cet écart considérable hors période de crise. Il tient d'abord et avant tout au prélèvement obligatoire. L'écart aux prévisions en matière fiscale est de 40 milliards d'euros, dont plus de 20 milliards pour les recettes fiscales nettes de l'État, que j'évoquais tout à l'heure. L'écart s'explique pour moitié par le résultat dégradé en 2023, plus attendu qu'en PLF 2024, mais aussi pour l'autre moitié par des rendements plus faibles que prévu. Ce phénomène est particulièrement marqué, vous le savez, pour 2 impôts, l'impôt sur les sociétés, avec un écart de 15 milliards, et la TVA, avec une différence de 12 milliards. Le HCFP avait déjà alerté sur les hypothèses particulièrement optimistes du gouvernement sur la TVA, que ce soit en termes de progression spontanée, mais aussi sur les hypothèses de croissance. Sur l'IS, c'est vrai que ce n'était pas prévisible. Mais néanmoins, on peut aujourd'hui constater, ça fait partie, j'imagine, de vos travaux, qu'on a perdu contact avec le rendement de l'IS et qu'il faut absolument améliorer les prévisions en la matière, trouver des pipers, en quelque sorte, de la situation des entreprises qui permettent d'anticiper ce type de dégradation. Le second facteur tient aux dépenses, plus élevées qu'anticipées, mais oui, avec un écart de plus de 13 milliards d'euros de dépenses par rapport au PLF 2024. Sur ces 13 milliards, plus de 7 milliards, soit plus de la moitié, résultent du dynamisme des dépenses locales. Et au sein de ces 7 milliards de dépenses locales, la quasi-totalité concerne
Je le dis parce que j'entends souvent les collectivités locales, nous sommes les premiers investisseurs du pays. Et c'est vrai, mais ça tient surtout aux dépenses de fonctionnement. Alors, là-dessus, le Haut Conseil avait quand même noté dans son avis que les prévisions pour 2024, qui donnaient un chiffre de baisse de 0,5%, étaient optimistes et qu'elles n'étaient pas fondées sur des mécanismes ni de concertation ni contraignants avec les collectivités locales. Si on veut que les collectivités locales soient incitées vraiment à réduire leurs dépenses, il faut trouver les voies et moyens pour qu'il y ait des mécanismes qui le garantissent. Sinon, il n'y a pas de garde-fou. Voilà si nous constatons. En résumé, l'aggravation très préoccupante de nos finances publiques nous retarde dans le redressement de notre trajectoire, malgré la gravité de la situation et l'entrée de la France, vous le savez, en procédure pour déficit excessif au titre de l'année 2023. Le second message, c'est le déclenchement du mécanisme dit de correction prévu par la loi organique sur les lois de finances. Vous le savez, et je le rappelle, lorsque le déficit structurel au cours de l'exercice est supérieur de plus de 0,5 points de PIB à la cible prévue par la LPFP, l'écart doit être considéré comme important au sens de la LOLF et le mécanisme de correction doit être activé. C'est manifestement le cas pour l'exercice 2024, puisque l'écart entre le déficit structurel réalisé de 5,32 points de PIB et le déficit structurel prévu par la LPFP de 3,7 points s'élève à 1,5 points. Par ailleurs, en 2024, les circonstances exceptionnelles reconnues par le pacte de stabilité et de croissance, qui prévalaient après la crise, ne s'appliquaient plus. C'est ce qui explique d'ailleurs l'entrée de la France en procédure pour déficit excessif. L'activation de ce mécanisme de correction, théoriquement, contraint le gouvernement à présenter des mesures pour réduire de façon significative le déficit structurel et revenir aux objectifs de la LPFP. On est quand même obligé de constater que la trajectoire de la LPFP est devenue obsolète en réalité dès sa première année d'entrée en vigueur, compte tenu du dérapage majeur des finances publiques en 2023. Les effets de ce mécanisme risquent donc d'être virtuels, ce qui montre une faille dans notre gouvernance. En vérité, ce n'est pas du côté du mécanisme de correction qu'il faut trouver les voies et moyens. Il serait utile que le gouvernement présente une nouvelle loi de programmation conforme à la trajectoire du PSMT. D'ailleurs, je ne méconnais pas les difficultés pour ce faire, mais je suis là pour remplir, là encore une fois, notre mission au terme de la loi organique. Enfin, troisième message important, à notre avis, sur ce PLRG, le Conseil a examiné pour la première fois la présence de biais sur les prévisions macroéconomiques et de finances publiques, en application de la loi organique modifiée en 2021 et de la loi du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Conseil des finances publiques que vous avez votées. Nous avons apprécié les écarts représentés sur 20 ans. Le premier constat est celui d'un biais positif dans les prévisions de croissance du gouvernement, notamment sur la consommation des ménages. En moyenne, hors les années de crise 2009, 2020, 2021, la prévision de croissance du gouvernement est supérieure de 0,4 points de PIB à la croissance réalisée. Je me félicite que ce biais soit légèrement réduit depuis la création du HCFP à 0,3 points de PIB depuis 2014. Et donc, ça incite le gouvernement à plus de réalisme dans ses prévisions. Mais la prévision du gouvernement reste quand même un peu optimiste en moyenne, et ça montre qu'on ne peut pas en rester là, qu'il faut améliorer, c'est l'objet de votre commission d'enquête, les conditions de prévision. S'agissant uniquement des années 2021-2024, sur lesquelles nous avons mis naturellement une focale un peu plus précise, le Conseil observe que la prévision de croissance a eu tendance à excéder la réalisation. Il note cependant que le début de cette période était marqué par les crises sanitaires puis énergétiques, ce qui justifie le maintien de la clause de circonstances exceptionnelles. Dans ce contexte, le Haut Conseil ne conclut pas une distorsion importante des prévisions de croissance sur ces 4 années, mais je rappelle que nous ne pourrions pas faire le même constat, évidemment, pour la prévision de croissance pour 2024, compte tenu du fait qu'elle était exagérément optimiste dès la base. S'agissant des prévisions de finances publiques, les écarts entre prévision et réalisation sont moins marqués sur la longue durée. Les prévisions de solde public du gouvernement se situent en moyenne hors année de crise à un niveau proche de leur réalisation. En incluant les années de crise, l'écart moyen entre prévision et réalisation du solde public est de 0,6 points de PIB. Toutefois, en l'absence de crise majeure, l'écart a été très élevé, encore une fois sur les 2 dernières années, 0,5 points en 2023, 1,4 points de PIB en 2024, ce qui montre leur caractère quand même assez extraordinaire, au sens propre du terme extraordinaire. Face à ces différents constats, je crois que nous avons le devoir collectif d'être plus lucide, plus responsable, plus réaliste dans l'établissement des prévisions. C'est un exercice très difficile, personne ne le nie. Nous devons ouvrir le capot des mécanismes que nous utilisons. Nous devons nous interroger sur la performance et sur l'adaptation au contexte particulier de ces prévisions aux dernières années, au contexte des dernières années. À minima, il faudrait engager des études pour consolider les modèles de prévision, non seulement modèles en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de TVA, mais aussi sur les autres recettes fiscales de l'État. Le poids de ces dernières augmente
alors que l'État ne perçoit désormais qu'une part minoritaire des recettes de TVA, le reste étant transféré. Mais ça n'explique pas tout. L'indépendance des prévisions en France doit être aussi mieux garantie de manière systémique. J'ai cru comprendre que ce n'était pas totalement la conclusion de la commission d'enquête, pas totalement la vôtre, Monsieur le Président. Je me permets ici d'exprimer l'opinion du Haut Conseil. Je crois, moi, très informé de ce sujet tout de même, puisque si les 12 dernières années, j'en ai passé 2 à Bercy, commissaire des finances, 5 à la Commission européenne comme commissaire en charge, 5 maintenant à la Cour des comptes, je crois qu'il faut libérer cet exercice de tout volontarisme excessif du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, je parle de tout gouvernement, parce que c'est une tendance assez naturelle, finalement, que de croire en ce qu'on fait et de vouloir le pousser en avant. Et je pense que ça rendra à l'administration sa capacité à travailler de façon sereine et objective. Et dans l'Union européenne, c'est le rôle précis des institutions budgétaires indépendantes, donc du HCFP en France, que de garantir la qualité des prévisions et de les tenir éloignées d'une forme d'hubris du politique, plus ou moins poussée, mais toujours un peu naturelle. C'est la raison pour laquelle je préconise, nous préconisons, parce que c'est la position du HCFP, pas la mienne personnelle, de renforcer son rôle pour le rendre plus contraignant. Il y a un éventail de solutions qui existent. Je suis pour ma part convaincu qu'un processus de validation des prévisions macroéconomiques de finances publiques du gouvernement par le HCFP devrait être instauré à minima selon un mécanisme de comply or explain. Ce qui veut dire que ce mécanisme, appliqué ou expliqué en français, permettrait, en cas de réserve du Conseil sur une prévision, que le gouvernement soit tenu de la rectifier ou d'expliquer pourquoi, notamment devant vous, pourquoi il ne la modifie pas, dans un délai bien sûr compatible avec les délais parlementaires. On pourrait aller plus loin, mais c'est vraiment pour moi le minimum. En tout état de cause, il conviendrait également d'élargir et de renforcer le mandat du HCFP, ainsi que son accès à l'information. Il est nécessaire de lui laisser des délais réalistes. Je vais venir en dernier avis pour rendre ses avis, de supprimer son interdiction d'autosaisine qui restreint son accès aux informations les plus utiles. Je crois d'ailleurs que votre commission d'enquête, sur ce point-là, est arrivée aux mêmes conclusions en préconisant de renforcer l'information du Haut Conseil et du Parlement et de supprimer l'interdiction d'autosaisine du HCFP. Je considère que le Haut Conseil est avant tout, en la matière, un allié du Parlement et que s'appuyer sur lui permet d'avoir un avis objectif d'un tiers de conscience. Je ne comprends pas bien pourquoi garder le monopole à Bercy serait en la circonstance la solution la plus appropriée. Je plaide par ailleurs depuis plusieurs années pour étendre le mandat du HCFP une compétence d'analyse de la soutenabilité de la dette. Ça contribuerait, à mon sens, à renforcer la crédibilité du cadre des finances publiques. Et ce serait par ailleurs totalement en ligne avec la nouvelle gouvernance européenne qui repose précisément sur cette analyse de soutenabilité. J'en termine par la 4e publication de notre journée, le second avis rendu par le Haut Conseil, celui sur le rapport d'avancement annuel, le RAA, du PSMT, le programme structurel de moyen terme. Vous voyez, on enjolive les sigles. Nous avons été saisis pour la première fois du rapport d'avancement annuel de ce RAA, qui a été adopté, le PSMT, en Conseil le 21 janvier dernier, qui est le document qui remplace l'ancien programme de stabilité. Je salue, au passage, le choix du gouvernement d'avoir saisi le Haut Conseil pour avis sur ce rapport, alors que les règles européennes ne l'imposaient pas. C'est un choix de transparence qui est salutaire, de la même manière que je m'étais félicité d'être saisi du PSMT initial en octobre dernier. Toutefois, je parlais des conditions de travail du HCP, je regrette les conditions très dégradées dans lesquelles nous avons été sollicités pour rendre cet avis, dans des délais extrêmement réduits, de 6 jours, qui sont inférieurs au délai minimal de 7 jours pour d'autres avis, avec des changements de calendrier de dernière minute. Et évidemment, ça fragilise l'exercice de la mission du Haut Conseil. Il faudrait quand même qu'on puisse lui donner les bonnes conditions de travail pour être pleinement utile. Avant d'aborder le cœur des messages du Conseil dans cet avis, je souligne que le PSMT travaille d'abord sur la trajectoire de dépenses primaires nettes, dont le respect doit nous permettre de ramener le déficit sous le seuil de 3% du PIB en 2029, et que le HCFP fixe cette trajectoire pour toute la période 2025-2029, alors que les programmes de stabilité entérinaient après année les déviations constatées, ce qui manquait de crédibilité, ce qui veut dire, en l'occurrence, que le PSMT, ou plutôt le RAA, est centré sur le suivi de l'exercice passé et sur l'exercice en cours, et ne fait pas de spéculation excessive pour l'avenir, et donc que les quelques informations de la 2025, mais j'en parlerai quand même, sont limitées. 4 grands messages. 1. Dans un environnement
macroéconomique international incertain, la prévision de croissance de 0,7% n'est pas hors d'atteinte, même si nous soulignons l'accumulation de risques à la baisse. Le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement doit en effet être apprécié au regard d'un haut niveau d'incertitude pour 2025. Je ne fais pas de tableau ou dessin. Les annonces tarifaires, le contexte en Ukraine, l'escalade entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte, le gouvernement a révisé sa prévision de croissance pour 2025 à la baisse, 0,7 points contre 0,9 précédemment, pour tenir compte de la situation internationale. Ce n'est pas hors d'atteinte, je le redis. On peut avoir 0,7. Je ne fais pas du tout la même observation que l'an dernier sur le 1,4. Pas du tout. Mais, tout de même, ça dépasse les prévisions annoncées par certains organismes, Rexocode et OFCE, que nous avons auditionnés, ainsi que celle du consensus des économistes. Par ailleurs, la croissance française est exposée à une accumulation de risques à la baisse en 2025, ce qui pourrait la fragiliser. Et d'autres hypothèses qui composent le scénario macroéconomique pour l'année 2025 apparaissent elles aussi légèrement teintées d'optimisme. L'inflation, 1,4, c'est un peu élevé. La prévision de croissance de la masse salariale, 2%, un peu haute également. La prévision de salaire moyen, un peu haute à 2,4%. D'ailleurs, voilà, cette année, ce qu'on observe, c'est un peu. Alors, on a quand même corrigé les biais massifs, mais c'est toujours un peu optimiste. Et quand c'est un peu optimiste, le risque d'être un peu, le résultat risque d'être un peu dépassé. Ce serait bon qu'à un moment donné, on soit vraiment réaliste, voire un peu prudent. Notre deuxième message porte sur les prévisions de finances publiques. L'objectif de déficit public de 5 points de PIB en 2025 peut être tenu, mais il est loin d'être acquis. Concernant les prélèvements obligatoires, le gouvernement prévoit une hausse de recettes de 2,1% en 2025, qui repose pour près de la moitié sur des mesures nouvelles instaurées cette année à hauteur de 23 milliards d'euros, dont certaines sont réputées temporaires, l'autre moitié sur une prévision d'évolution spontanée des recettes un peu élevée et l'abandon de certaines hypothèses de prudence s'agissant du rendement de certains prélèvements. Bref, nous estimons là-dessus que les marges de prévision en recettes apparaissent limitées et que les rendements des prélèvements obligatoires seraient directement exposés en cas de concrétisation de risques macroéconomiques, mauvaise surprise. Donc là, il nous semble que ça a été mieux évalué que l'an dernier, mais c'est un peu optimiste. S'agissant de la prévision des dépenses, on table sur une progression de 1,3% en volume, moins élevée qu'en 2024, qui ne permettrait pas tout de même de réduire le poids des dépenses publiques dans le PIB. On est obligé de constater que c'est vraiment sur l'État que la dépense est contenue, à 0,5 points en volume. Et il y aura des renforcements de cela avec la loi de finances, avec les nouvelles mesures de gel annoncées. Ça laisse peu de marge de manœuvre à l'État pour le financement des dépenses imprévues, par exemple pour le secteur de la défense, où le Premier ministre a annoncé un effort de quelques 3 milliards d'euros supplémentaires pour l'année prochaine. En résumé, l'ajustement du déficit public de 5,8 à 5,4 requiert une stricte maîtrise des dépenses, directement pilotable par l'État, des dépenses sociables, mais aussi que le ralentissement récent des dépenses locales se poursuive. Donc c'est un peu optimiste. Disons qu'en tout cas, c'est tenable, mais que c'est vraiment... voilà, il y a des risques là aussi. En conséquence, la dette publique progresserait encore de 3 points de PIB en 2025 pour atteindre un ratio de plus de 116 points de PIB, qui est économiquement et moralement insoutenable. Comme le disait le Premier ministre hier, on ne peut pas faire surporter aux générations actuelles et futures nos dépenses de tous les jours. J'en arrive au troisième message de notre avis, sur le rapport d'avancement du PSMT, qui porte sur le respect, ou plutôt le non-respect de la trajectoire de croissance de la dépense primaire nette, qui est un engagement à l'égard de l'Europe. Je constate que le taux de croissance de la dépense primaire nette est prévu à 0,9 points en valeur en 2025, tandis que le Conseil plafonnait cette hausse à 0,8. C'est un peu plus. Et il nous semble que le gouvernement devrait respecter strictement la limite d'évolution annuelle en 2025. Enfin, dernière observation, le Conseil s'est penché sur la trajectoire du PSMT pour les années 2026-2029, malgré les informations assez logiquement limitées dont nous disposons pour ces années. Nous faisons un double constat. D'abord, la trajectoire de diminution du déficit sous le seuil des 3% du PIB à l'horizon 2029 requiert des efforts qui devront être répartis sur l'ensemble des administrations publiques. D'autre part, le respect de cette trajectoire nécessite la mise en œuvre de réformes et d'investissements qui sont nécessaires au soutien de la croissance et de l'emploi. Compte tenu des nombreux aléas que j'ai mentionnés, l'exercice de prévision économique pour les prochaines années appelle à beaucoup de modestie, a fortiori à un horizon de moyen terme. Le scénario de PIB potentiel qui est présenté, 1,2% jusqu'en 2028, 1% en 2029, nous apparaît raisonnable.
Je rappelle qu'en théorie, nous n'avons pas le choix sur les réformes, que les réformes sont la condition de certaines flexibilités dont la France bénéficie pour son PSMT actuel, notamment la période étendue à 7 ans pour lisser les efforts à venir, donc il faut les poursuivre. S'agissant du scénario de finances publiques, le déficit continuerait de baisser jusqu'à moins de 3% en 2029. En revanche, le ratio d'endettement continuerait de s'accroître en 2026 et 2027 et son infléchissement ne débuterait qu'à partir de 2028. C'est un scénario qui permet de garder à peu près le contrôle des finances publiques tout en finançant les investissements prioritaires sans affecter notre potentiel de croissance. Mais le Haut Conseil réitère ses précédentes alertes. Les mesures nécessaires à l'atteinte de ces objectifs particulièrement exigeants restent entièrement à préciser et crédibiliser. Et vu l'ampleur des économies nécessaires, ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs les députés, les efforts doivent être continus et renouvelés chaque année. Les ajustements structurels à réaliser sont considérables. C'est 0,9 points en 2026, c'est 0,7 points par an jusqu'à la fin de la période. Pensez aux efforts qui sont faits pour passer de 5,8 à 5,4 cette année. Et donc, c'est un challenge, un défi. Mais je ne cesserai de le marteler et de le répéter, nous n'avons pas le choix. Cette trajectoire que je sais compliquée, que nous savons fragile à plusieurs écarts, doit impérativement être respectée. Il faut en franchir chaque marche, année après année, bien que chacune d'entre elles soit très abrupte. Je voudrais juste rappeler quelques principes, étant entendu qu'en démocratie, ce n'est pas une institution indépendante de fixer les objectifs, les voies, les moyens pour respecter notre trajectoire budgétaire. C'est à vous-même, mesdames et messieurs les parlementaires, en lien avec le gouvernement. Donc je me contente de quelques principes qui peuvent guider notre action collective. La lucidité sur notre situation tout d'abord, la nécessaire volonté politique de la traiter, qui semble réelle, enfin, l'alliance du réalisme et de la prudence, s'agissant des prévisions économiques de notre trajectoire, l'indispensable révolution de la dépense publique, enfin, qui requiert des économies intelligentes et structurelles, ni tronçonneuses, ni rabots. Les questions que je vais vous poser, la première, c'est pour l'exercice 2024, la Cour des comptes rappelle dans son rapport sur le budget de l'État que le dérapage du déficit s'explique par la politique de baisse des prélèvements obligatoires. Vous notez une véritable chute des recettes de l'État, notamment liée au transfert de TVA, alors que l'État perçoit désormais moins de 50% des recettes de cet impôt et qu'il s'agit du principal impôt de rendement indexé sur la croissance économique. Je vous cite, ces transferts fragilisent les recettes fiscales de l'État. En effet, la dynamique des recettes de l'État, plus 0,9%, est plus faible en euros courants que celle de l'activité économique, plus 3,5%. Elle est même en deçà de l'inflation. Ce constat est préoccupant. La croissance ne permet plus d'augmenter le niveau des recettes. Pire, elle baisse après la prise en compte de l'inflation. En parallèle, vous pointez le niveau alarmant des dépenses fiscales, 90 milliards d'euros, et soulignez l'urgence impérieuse de restaurer là aussi je vous cite, de mécanismes de frein et d'intégrer pleinement les mesures fiscales aux revues de dépenses. D'où ma question, ne pouvons-nous pas considérer que les mesures fiscales de ces dernières années sont responsables de ce décrochage entre les recettes et la croissance ? Depuis 2017, une succession de mesures ont effectivement été mises en œuvre en faveur des plus riches pour diminuer leur niveau de prélèvement. Je rappelle par exemple que 90% du bénéfice du PFU est concentré sur les 1% des plus riches, c'est le CPO qui le dit. Finalement, la dégradation du déficit ne s'explique-t-elle pas par l'absence des effets de ruissellement attendus? Donc ça, c'est ma premier bloc de questions. Deuxième question. Votre rapport est clair. En 2024, le gouvernement aurait dû déposer un PLFR. Je suis entièrement d'accord avec vous. En l'absence d'un tel texte, la Cour considère que le gouvernement s'est privé, je cite, du seul vecteur qui eût permis un ajustement des recettes et a déployé à défaut une stratégie de gestion serrée et sous tension des crédits du ministère. Le contenu du rapport sur ce point est vraiment intéressant puisque la semaine dernière, la ministre chargée des comptes publics a annoncé recourir en 2025 à ce même choix que vous regrettez. 3 milliards d'euros de crédits devraient effectivement être annulés prochainement et un surgel de 2 milliards d'euros va être mis en œuvre en plus de la mise en réserve initiale de 8,7 milliards. Alors qu'une fois encore, nous avons un problème de recettes, estimez-vous que ce choix risque de conduire de nouveau à un pilotage erratique des crédits, sans analyse des marges de manœuvre réellement disponibles et au prix de décisions parfois contradictoires? Là encore, pour aller vite, le gouvernement n'aurait-il pas intérêt à présenter un texte au Parlement pour éviter un nouveau dérapage des finances publiques? Et j'allais dire que je suis un peu inquiet avec cette idée qui consiste à geler. Ce n'est pas des annulations en tant que telles. Et puis à la fin, dans un projet de loi de fin de gestion, on fait un coup de rétro qui, à mon avis, pose problème parce que je pense qu'en réalité, il aurait dû être éclairé davantage par un PLFR. Troisième question. Dans son avis sur le rapport d'avancement annuel du plan budgétaire et structurel à moyen terme, PSMT, le HCFP a été moins sévère qu'en avril dernier.
Pour autant, vous continuez de noter un optimisme, alors même que les travaux de la commission d'enquête présentés hier ont montré le rôle de cet optimisme dans la dégradation des comptes. Si la croissance a été révisée à 0,7%, vous notez qu'elle conserve, comme celle du PLF amendé, un caractère légèrement optimiste. En effet, la cohérence de cette hypothèse avec le fort ajustement budgétaire envisagé, plus 0,7 points de PIB et même plus 0,9 points de PIB en termes de solde structurel primaire, peut être questionnée. La prévision du gouvernement table en contrepartie sur une nette accélération de la demande intérieure privée, non détaillée dans les éléments présentés, et un effet multiplicateur de l'ajustement de l'ordre de 2/3. Bien que concevables, ces hypothèses qui ne sont pas élaborées dans les éléments fournis sont loin d'être acquises. Devons-nous comprendre que le gouvernement n'a pas complètement, j'ai compris que vous pensiez que ça s'était amélioré, retenu les leçons d'exercices 2023 et 2024 et que de nouveaux écarts importants risquent d'être constatés. Et enfin, dernière question, l'avis du HCFP sur le rapport annuel d'avancement relève que pour respecter le plan budgétaire et structurel national à moyen terme adopté pour la France et qui repose sur une période d'ajustement étendue à 7 ans, la contrainte sur le taux de croissance maximale de la dépense primaire nette devra être resserrée en 2026 à seulement 0,7% et qu'à l'inverse, l'évolution de la dépense primaire nette en 2025 sera légèrement supérieure à celle requise par la Commission, 0,9 contre un plafond de 0,8. Il s'inquiète en conséquence du fait que ce léger dépassement en 2025 réduise la marge de précaution de la France vis-à-vis de ces nouvelles règles, d'où la question, au-delà de cette inquiétude, faut-il en déduire que la France pourrait être ainsi à court terme susceptible de méconnaître les exigences de la procédure pour déficit excessif dans laquelle elle est placée. Et ma question prime, c'est par rapport à votre passage hier sur BFM Télé, je vous ai croisé, et ça sort un tout petit peu du champ de la discussion de ce matin, mais comme vous êtes là, j'en profite. Vous avez appelé à lutter contre la fraude sociale en disant qu'il n'y a pas grand-chose à gratter du côté de la fraude fiscale. Je vous cite, je suis un peu étonné, vu le prorata entre la fraude sociale et la fraude fiscale. J'aurais bien aimé que vous m'éclairiez sur cette explication qui me laisse un peu dubitatif pour tout vous dire. Merci, Monsieur le Président. Sur votre première question, je vais être extrêmement rapide car je vais obéir à votre propre injonction et éviter tout biais idéologique qui n'est pas dans la fonction du Haut Conseil et de la Cour des comptes. En revanche, ce qui est exact, et ce que nous disons dans ce rapport de manière assez précise, c'est qu'en effet, on a assisté à un décrochage très fort en matière de recettes sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés. TVA, c'était pas imprévisible, pas complètement. Et quant à l'impôt sur les sociétés, il faut absolument rétablir le lien avec cet impôt et la prévisibilité de cet impôt, ce qui n'est pas totalement impossible en prenant un certain nombre de mesures que je crois le gouvernement s'apprête à prendre. Pour le reste, les choix fiscaux appartiennent au gouvernement, ils sont validés ou non par la représentation nationale et j'ai pas de commentaires à faire au titre du HCFP et de la Cour des comptes. Pour ce qui est d'un PLFR, nous estimions en effet que c'était le seul vecteur possible pour permettre un ajustement structurel, notamment sur les recettes. Et c'est pour cela que nous nous permettons de l'écrire sur 2024. Il eût vraiment fallu un PLFR en février ou en mars. C'était indispensable dès lors qu'on a connu à ce moment-là les résultats de la gestion 2023. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'on parle de gestion erratique, et un peu de pilotage à vue. C'est qu'après, incontestablement, et c'est l'argumentation du gouvernement, elle se défend, il y a eu un pilotage serré de la dépense publique. Mais il a été fait à coup de gel, surgel, annulation, plutôt l'utilisation du rabot, qui n'est jamais la plus intelligente et surtout qui ne permet pas, in fine, de dégager des économies pérennes. Alors, pour cette année, c'est exact. Nous estimons que la situation, vous me demandez, c'est une autre question, est-ce que le gouvernement a pris en compte les leçons des années passées? En très grande partie tout de même. Et notre avis n'est absolument pas de la même tonalité que celui d'il y a un an sur le programme de stabilité, où je rappelle que nous soulignons l'absence de crédibilité et même l'incohérence des prévisions qui avaient été faites à l'époque. Ça ne tenait pas la route, ça ne volait pas, hein, en rien. Cette fois-ci, on peut quand même considérer que le gouvernement se rapproche d'exigences plus importantes de réalisme, fait preuve de davantage de prudence, mais, comme je l'ai dit aussi, on n'y est pas encore tout à fait. C'est-à-dire, ça reste à chaque fois un tout petit peu élevé, un tout petit peu optimiste, un tout petit peu ceci, un tout petit peu cela. Et si vous ajoutez tous ces tout petits peu, ça crée quand même quelques risques. Risque sur la croissance, risque sur les prévisions, risque sur les recettes.
et donc risque sur le déficit. Mais au stade où nous sommes, je ne peux pas vous préconiser un nouveau projet de loi de finances rectificative. Pour le coup, il n'y a pas les éléments objectifs sur la table, sur votre table, qui existait il y a un an et qui aurait dû à l'époque être très clairement suivi par le gouvernement, qui aurait dû vous présenter un PLFR. Je ne lance pas aujourd'hui le même message. Ce n'est pas l'analyse que nous sommes. Sur la procédure, alors après, si vous voulez, une procédure pour déficit excessif, c'est toujours un dialogue entre la Commission européenne, qui est bonne fille en général, contrairement à ce qu'on pense, est assez compréhensive, et le gouvernement. Ce que je note, c'est que par rapport au PSMT qui a été adopté, on est chouïa au-dessus, pour cette année comme pour l'année suivante. Ce sera la Commission européenne d'estimer si, dans sa discussion avec le gouvernement français, c'est acceptable ou pas. On n'est pas non plus encore, me semble-t-il, je ne suis plus à la Commission européenne, j'ai pas de nostalgie, dans des dépassements massifs. Enfin, sur la fraude fiscale, toujours une émission de télévision, on est un peu cursif, mais ce que je voulais dire, et ce que je dis devant vous, j'ai vu des chiffres qui circulaient de la part de certains syndicats de Bercy. Bon, j'attends les sources un peu plus officielles. La lutte contre la fraude fiscale en France est sérieuse. Et je veux rendre hommage à la Direction générale des finances publiques. Une direction remarquable. Heureusement, nous avons une très bonne administration fiscale. Et les programmes successifs de lutte contre la fraude fiscale, qui ont été lancés depuis une dizaine d'années, ont produit des effets très certains. On ne peut d'ailleurs pas citer des chiffres sur la fraude, y compris sur la fraude sociale. On ne peut pas éviter toute fraude. Une demande réitérée de la Cour, c'est de chiffrer l'écart fiscal. Ne confondons pas la fraude et l'optimisation. Il y a un travail en cours de la Cour sur la fraude fiscale, la lutte contre la fraude fiscale, des demandes citoyennes, qui sera publié à la fin 25. Mais tout de même, on a fait des très gros progrès en matière de détection de la fraude fiscale. Et c'est un fantasme d'imaginer qu'on pourra tout récupérer. En revanche, sur la fraude fiscale, on est vraiment balbutiant. C'est-à-dire, nous estimons la fraude sociale, s'agissant de l'assurance maladie seule, à 4,5 milliards d'euros. Là-dessus, on récupérait, jusqu'aux années passées, 423 millions d'euros. On récupère cette année 600 millions d'euros. Si on mettait en face les moyens, et d'abord des contrôleurs, pour vérifier la fraude sociale, mais oui, madame, c'est une surprise, mais nous proposons des embauches, là. D'ailleurs, il y en a eu qui ont été réalisées, y compris en matière de fraude fiscale. Si on mettait en œuvre ces moyens, je pense en effet qu'on pourrait multiplier très significativement le contrôle de la fraude sociale. Nous suggérons dans notre rapport qu'on pourrait assez facilement monter à 1,5 milliard d'euros. On pourrait même monter à 2 milliards d'euros. Ce serait la moitié. Après, vous savez, c'est un peu plus compliqué. C'est le cas pour la fraude fiscale comme pour la fraude sociale. Voilà ma réponse à votre question, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président et Président du Haut Conseil, Madame la Présidente de la Première Chambre, je n'aurai que 6 questions à vous poser. Je les poserai successivement, en vous permettant de répondre à chacune d'entre elles successivement. Alors, première question, c'est la première fois que nous vous auditionnons depuis que la Commission des Finances, dotée de pouvoirs d'une commission d'enquête, a publié son rapport sur les causes et les variations des écarts de prévision de recettes sur les budgets 2023 et 2024. Un certain nombre de membres ou de personnalités auditionnées ont mis le souhait d'un renforcement des pouvoirs du Haut Conseil. Pour ma part, et avec de nombreux collègues de notre Commission des Finances, j'ai précisément proposé d'associer le Haut Conseil à la prévision macroéconomique, soit en l'impliquant dans l'élaboration des hypothèses retenues par le gouvernement, par exemple pour la production ou la validation de certaines d'entre elles, soit en instaurant un mécanisme de type « comply or explain », qui permettrait au gouvernement de rectifier les prévisions jugées trop optimistes ou trop pessimistes par le Haut Conseil, ou à défaut d'expliquer pourquoi il ne les modifie pas. Alors, vous êtes favorable à cette idée, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention, mais en avez-vous parlé au gouvernement? La réponse est très clairement oui. C'est une proposition que je fais depuis l'automne 2024, compte tenu des dérapages extrêmement importants qui sont constatés. Et je la fais non pas par je ne sais quelle frénésie bureaucratique ou par une volonté de pouvoir du Haut Conseil, simplement parce que je crois qu'elle est nécessaire. J'observe ce qui se passe dans d'autres pays. Et je pense très sincèrement, et pour l'avoir pratiqué, ayant été haut fonctionnaire, ayant été ministre des Finances, ayant regardé ça de l'extérieur, qu'il y a une dynamique, dans certains cas, qui peut être naturelle, mais qui est vicieuse, en quelque sorte. C'est un cercle vicieux entre le politique et l'administratif. Le politique, un bon politique croit toujours en ce qu'il fait. Donc, oui,
bah, il vaut mieux quand même. On ne fait pas ça par... Vous avez tous vos convictions, vous y croyez. Donc, on a toujours cet effet à penser que ça va produire des effets assez positifs. Un petit peu plus positifs que la réalité, voire parfois beaucoup plus positifs. C'est la différence qui sépare l'optimisme de l'insincérité. Mais je ne vais pas y insister. Il ne faut pas que ce soit trop positif. De l'autre côté, l'administration, elle est loyale. Et donc, elle entre souvent dans une interaction assez proactive avec le politique. Je pense qu'il faut faire entrer un troisième élément dans la pièce. Alors, ça peut être le cercle de prévisionnistes. C'est une proposition qui est faite par Bercy d'ailleurs. Ça doit être aussi le Haut Conseil dans son rôle. Et là, en l'occurrence, je le redis, je pense que nous serions en quelque sorte à votre service, à votre aide. Et imaginez une situation dans laquelle un gouvernement présente une prévision très élevée. À 1,4 quand le consensus est à 0,8. Le 1,4, c'est du doigt de nous mouiller, pardonnez-moi. Mais je n'ai jamais vu et jamais entendu. C'est pour ça que nous avions, l'année dernière, été quand même assez froissés par ça. Une explication rationnelle, objective de comment on le fait. Nous aurions pu dire, je me mets dans cette situation-là, qu'en réalité, la prévision était à 0,8 et qu'elle pouvait aller jusqu'à 1. Voilà, j'imagine, hein, je fais de la politique fiction, mais en me basant sur un exemple comme assez concret. Je serais venu devant vous et j'aurais dit, non, 1,4, c'est pas possible, c'est 1. Vous seriez tourné à ce moment-là, dans le cadre du débat parlementaire, vers le gouvernement en disant, le Conseil dit 1, et vous demande de vous expliquer. Le gouvernement aurait été très en peine d'expliquer à des spécialistes aussi aigus que vous, et en particulier vous, monsieur le rapporteur général, que c'est 1,4 parce que ça ne vole pas, ça ne tourne pas. C'est comme ça que peut marcher ce mécanisme. Je pense qu'il est juste de bon sens. Voilà. Et évidemment, j'en ai parlé au gouvernement qui, évidemment, à ce stade, ne semble pas en avoir totalement tenu compte, puisqu'il privilégie plutôt, et je crois que c'est utile, l'amélioration des prévisions à Bercy, dont nous voyons d'ailleurs les premiers effets dans cet avis. Je ne veux pas le nier, mais je pense qu'une approche endogène n'est pas suffisante, qu'il faut une approche exogène, et que précisément le rôle d'une institution budgétaire indépendante est fait pour cela. Voilà pourquoi j'appuie totalement votre proposition, monsieur. Monsieur le rapporteur, je veux bien que vous donniez toutes vos questions, parce que là, si on refait l'aller-retour comme hier, on va utiliser un temps qui va être compliqué après pour le suivi des autres rapporteurs. Donc je vous propose de revenir à une forme plus classique. Oh, pardon. Deuxième question. L'analyse de l'exécution budgétaire de l'exercice 2023 a donné lieu à la formulation de 181 recommandations au sein des 66 notes d'exécution budgétaire, soit presque 3 recommandations par note. Parmi les recommandations formulées en 2023, 25 ont fait l'objet d'une mise en œuvre totale, 60 d'une mise en œuvre partielle. Et à contrario, 52% des recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Les recommandations devenues sans objet représentent 1% du total. La Cour des comptes livre ces chiffres dans le rapport sur le budget de 2024 sans en faire le moins de commentaires. Alors, d'après vos contacts avec le gouvernement, est-ce qu'il envisage de retenir tout au parti de la moitié de ces recommandations? Deuxième question. Troisième question. Vous révélez qu'environ 77% des dépenses de l'État peuvent être qualifiées de rigides en raison de l'absence de levier efficace pour freiner leur progression. Avez-vous des éléments sur la progression de ces dépenses que vous qualifiez de rigides ces dernières années? Et puis, vous soulignez également que les restes à payer, c'est-à-dire des autorisations d'engagement n'ayant pas fait l'objet de décaissement, ont atteint 217 milliards à fin 2024, auxquels il faut d'ailleurs ajouter 37 milliards d'autorisations d'engagement affectées, mais non engagées, soit au total 254 milliards. Cette situation ne traduit-elle pas une certaine fuite en avant devant la gestion des finances publiques? Quatrième question. Dans son avis sur le projet de loi relatif aux résultats de gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, le Haut Conseil annonce activer le mécanisme de correction prévu par la LOLF et invite le gouvernement à présenter les mesures permettant de réduire de façon significative le déficit structurel ou à déposer une nouvelle loi de programmation des finances publiques. Pensez-vous que ce mécanisme soit efficace et suffisamment incitatif pour contribuer au redressement des finances publiques? Et en tant que président du Haut Conseil, des évolutions vous semblent-elles souhaitables? Et est-ce que vous connaissez la position du gouvernement? Cinquième question. L'avis du Haut Conseil sur le rapport annuel d'avancement, le RAA, souligne que le gouvernement ne propose qu'une esquisse, je cite, de trajectoire de finances publiques au-delà de 2025,
et indique que, je cite, « l'insuffisance des mécanismes permettant de piloter l'ensemble de la dépense publique fragilise la prévision d'exécution ». Je regrette, en tant que rapporteur général, qu'une fois encore, les trajectoires d'économie ne soient pas documentées. Donc, quel crédit accorde le Haut Conseil à l'effort en défense présenté par le gouvernement? Et puis, sixième et dernière question. La Cour des comptes souligne que les dépenses fiscales, 90 milliards de mémoire, sont globalement sous-évaluées, et en particulier en matière de TVA, puisque à partir de 2024, les dépenses fiscales en matière de TVA ont été réduites de 9 milliards, passant donc de 20 milliards à 11 milliards, en la proratisant en fonction de la part de la sécurité sociale et des collectivités sociales dans le produit de la TVA, qui est devenu majoritaire, par parenthèse. Le gouvernement, d'après vos informations, envisage-t-il de modifier le projet de loi de finances pour 2026 pour tenir compte de ces observations de la Cour des comptes? Alors, je vais répondre rapidement à vos questions. La première sur les fameuses NEB, vous connaissez ça, les notes d'exécution budgétaire. En réalité, il n'y a pas de retour global sur les recommandations des NEB faites par le gouvernement. En revanche, elles sont suivies par chaque ministère et la Cour en assure bien sûr pour elle-même le suivi. Bon, c'est une dialectique entre la Cour et le gouvernement qui est plutôt très sérieuse, même si, encore une fois, je suis obligé de constater que globalement, notre analyse des finances publiques n'a pas été suivie des faits ces dernières années, sans quoi nous serions co-comptables de ce qui s'est produit, ce qui n'est pas le cas. Pour votre question sur la deuxième était sur la rigidification, nous n'avons pas fait de détails en la matière. Sur la fuite en avant, elle est incontestable. La réponse était contenue dans la question. Sur le mécanisme de... Oui, il y a bien une fuite en avant en matière de finances publiques. Sur les mesures de correction, le mécanisme de correction, non, il n'est pas effectif. C'est très clair. Mais nous remplissons notre rôle. Nous constatons qu'il y a un écart qui est très supérieur à 0,5 point de PIB, puisqu'il est de 1,5 point de PIB en l'absence de circonstances exceptionnelles. Donc nous le déclenchons. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr, demander au gouvernement de s'y conformer, sans quoi ce serait un coup de patin absolument monstrueux. En vérité, la solution est à trouver ailleurs, est à trouver du côté de la loi de programmation de finances publiques. Il faut arrêter de voter des lois de programmation de finances publiques dont on sait d'emblée qu'elles ne sont pas crédibles. Il faut les corriger dès qu'on constate qu'elles ne le sont pas. Et c'est ce qui s'est passé très exactement tout de suite. C'est-à-dire que la LPFP actuelle a été frappée en plein vol par ce qui s'est produit quelques mois après son avènement. Donc nous vivons avec. Ça fait 5 ans que je viens devant vous comme président du Haut Conseil. Ça fait 5 ans que je constate que les lois de programmation des finances publiques ne sont pas opérationnelles. C'est de ce côté-là qu'il faut trouver le réalisme et la volonté. Parce que tant que nous n'avons pas une loi de programmation de finances publiques qui a du réalisme, alors à ce moment-là, nous constaterons des écarts. Donc nous agiterons le mécanisme de correction tout en sachant que non seulement on ne peut pas l'utiliser, mais d'une certaine façon, il ne faut pas l'utiliser. C'est la trajectoire qui est obsolète. Et je constate d'ailleurs que cette trajectoire elle a été ajustée dans le PSMT, qu'elle n'est pas ajustée dans la LPFP. Donc nous avons en réalité deux trajectoires qui sont contradictoires. Les deux étant difficiles, la deuxième est aussi difficile, mais étant tout de même plus réaliste que la première. La LPFP, c'est un souvenir. Pour ce qui est de l'absence sur les dépenses fiscales, jusqu'en 2023, la dépense fiscale n'était pas proratisée en fonction des bénéficiaires sur la TVA. Ça fait 2 ans qu'on veut revenir à la situation initiale, mais il y a un refus à ce jour de Bercy qui est complète. Je signale quand même que votre question a un sens, c'est que vous allez d'une façon ou d'une autre parler fiscalité, parce que par les dépenses fiscales, c'est par les fiscalités. J'entends bien que c'est un tabou, mais c'est un tabou en réalité contourné d'emblée. Pour le reste, sur le budget 2026, nous n'avons pas encore, bien sûr, d'ajustement. Les discussions commencent. Mathias Renaud, je pense. Oui. Bonjour. 4 questions. La première, c'est sur le PLFR. Vous avez fait le constat rétroactif qu'il aurait fallu un PLFR en 2024 au mois de février ou mars
ce à quoi on ne peut être que d'accord. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'on avait posé une motion de censure spontanée sur ce sujet. Mais la question, c'est faut-il un PLFR en 2025 et dans l'affirmative, à quelle échéance? Deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt pour la Cour des comptes à faire une projection en cours d'année 2025 sur l'évolution des charges d'intérêt, puisqu'on voit dans votre rapport qu'on est passé en intérêt de 41,5 milliards en 2023 à 46,5 milliards en 2024, et avec une alerte particulière pour les emprunts à court terme, BTF, puisqu'on passe de 500 millions d'euros en 2022 à 6,4 milliards en 2024, ce qui est assez considérable. Troisième question, vous faites le constat que les prévisions de croissance sont systématiquement surévaluées, et ce depuis 20 ans. Est-ce qu'en 2026, il ne faudrait pas passer alors, au mot interdit, c'est-à-dire celui d'insincérité, le cas échéant, si ça continue? Et dernière question, est-ce que le Haut Conseil des finances publiques serait preneur d'une transmission obligatoire et systématique des prévisions de la Direction générale du Trésor lors du budget économique d'été? Voilà, dans l'amélioration et la meilleure prise en compte du HCFP dans le travail de préparation budgétaire que vous avez évoqué par ailleurs. Merci. Merci, monsieur le député. Sur le PLFR, je crois avoir déjà répondu. En vérité, pour l'année dernière, la situation de la nécessité d'un PLFR était évidente dès le mois de février et de mars. D'ailleurs, ça a été en débat, ça a été écarté. L'évidence n'est pas là à ce jour pour l'année 2025. Et donc, on verra, mais enfin, je ne le préconise pas. Autant il y a un an, on pouvait être extrêmement affirmatif, clair sur le sujet. C'était une décision politique que de le faire ou de ne pas le faire. Autant cette année, nous ne sommes pas encore dans une situation objective de cette nature. Et je ne sais pas si nous y serons, je l'espère pas. Pour la projection, les prévisions de l'évolution des dépenses d'intérêt, je redis ici que je suis preneur d'analyse de soutenabilité de la dette par le HCFP qui permettrait d'avoir une projection non seulement sur l'année en cours, mais même à moyen terme de cette affaire. Pour ce qui concerne, je n'arrive pas à me relire cette troisième question, sur l'insincérité. Alors, première chose, c'est une question à laquelle du rapporteur général, je n'ai pas répondu. Il n'est pas illogique, compte tenu de ce qu'est le PSMT, que les prévisions sur 2026 et les années suivantes soient moins détaillées dans le PSMT qu'elles le sont dans le PSTAB. Mais il y en a déjà pour 2026, et nous sommes amenés à constater que la trajectoire est entièrement à crédibiliser et à préciser, et que la trajectoire, la pente, est très forte. Et nous le notons dans notre avis. Il faut faire 0,9 points d'ajustement structurel en 2026, si on tient les 4,6, et il faudra faire 0,7 par an jusqu'au bout. Donc il faut s'attendre, ça je le dis, mesdames et messieurs les députés, dans votre diversité, à ce qu'il y ait des efforts à faire. Comment on les fait? Ça, c'est votre affaire, c'est le jeu démocratique, mais c'est là. Sur l'insincérité, là aussi, ça fait 5 ans que je m'exprime devant vous, en vous disant que je suis très prudent, voire réservé, sur l'utilisation de l'insincérité. L'insincérité suppose l'intention de tromper, et elle entraîne, quasi ipso facto, l'inconstitutionnalité du projet de loi de finances. Nous ne l'avons jamais évoqué, et je pense que nous n'avons pas eu tort. C'est allé loin, tout de même. Puis, à telle ou telle occasion que vous devinez, débattre du sujet, sans le retenir. Pour vraiment qu'il y ait insincérité, il faudrait qu'il y ait des choses absolument scandaleuses, évidentes, qui soient constatées. Et donc ce n'est que dans cette situation-là que nous le ferions. Enfin, pour ce qui est de la communication des budgets économiques d'été, il y a une demande de la Cour à l'administration, car ce n'est pas communiqué systématiquement. Il y a réticence à Bercy, mais le travail est en cours. Je ne désespère pas qu'à l'égard tant de la Cour que du HCFP, la transparence des informations soit améliorée. Je note que là, pour le coup, c'est une recommandation consensuelle de votre rapport au titre de la commission d'enquête. C'est bien sûr indispensable. Nous informez-nous, c'est vous informez-vous. Jean-René Cazeneuve. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos avis. Si vous permettez, je vais commencer par 2 remarques sur vos propos. La première, je partage évidemment toute la prudence et la modestie qu'il faut avoir au regard du contexte
internationales. Il y a des aléas, mais c'est la raison quand même pour laquelle le gouvernement n'est pas complètement démuni, puisqu'il y a des réserves qui sont prévues en début d'année. Alors on peut toujours discuter du niveau de réserve qui est pris, mais ce dispositif existe. Ma deuxième remarque porte sur le propos que vous avez eu sur l'analyse de l'écart entre le réel et le prévisé et le constaté, enfin, et le prévisionnel et le constaté en 2024. Je lis toujours avec beaucoup d'attention les rapports de la Cour des comptes. Je vous encourage à relire précisément le résultat de la commission d'enquête, où les deux rapporteurs, pourtant de bords très différents, disent très clairement que c'est une défaillance technique lourde qui est à l'origine de ces écarts, et rien ne conduit à lire une faute politique. Et d'ailleurs, le volontarisme politique, tel que vous l'avez décrit, ne marche pas à tous les coups, en tous les cas, ne va pas dans le même sens, puisqu'en 21-22, les prélèvements obligatoires et le rendement des impôts avaient été sous-estimés. Sur votre avis, il témoigne de la gravité de la situation, avec un déficit de 5,8% du PIB en 2024 et une dette qui franchit le seuil des 113%, une dynamique des dépenses qui reste soutenue malgré la fin des mesures exceptionnelles. Le diagnostic est clair, nous le partageons, c'est le sens de la réunion de hier tenue par le Premier ministre. La France doit rétablir impérativement, c'est vos mots, ses finances publiques sous peine de compromettre sa capacité à agir sur les priorités collectives. Le gouvernement a engagé un plan structurel à moyen terme ambitieux, validé au niveau européen en janvier dernier, prévoit une réduction du déficit structurel primaire de 0,9 points du PIB dès 2026, puis 0,7 points par an, en maîtrisant strictement les dépenses de l'État et en abaissant ses prévisions de croissance et de recettes pour renforcer la sincérité budgétaire. Ces efforts ont été reconnus et salués par le Haut Conseil. Mais vous l'avez également dit, cet effort ne pourra porter ses fruits que si l'ensemble des administrations publiques sont concernées. Quand on regarde sur les 5 dernières années, les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté de 25%, celles de la Sécu de 20% et celles de l'État de 10%. Quelle est la clé est-ce que vous avez une idée du poids respectif porté par les trois pans de l'administration publique sur l'effort qui est demandé sur les prochaines années? Est-ce que vous avez une idée de l'effort respectif qui doit être demandé aux collectivités, à la Sécu et à l'État? Merci. Merci, monsieur le député. Vous savez, je n'ai jamais, je dis bien jamais, parlé de faute politique. Je connais trop l'exercice de gouverner, sa difficulté, l'engagement de ceux qui s'y consacrent pour utiliser ce genre de mots. Et si je le faisais un jour, ce serait vraiment que j'estimerais qu'il y a une défaillance personnelle, volontaire. Et c'est là où la sincérité peut être agitée. Mon avis était plus systémique. Je n'ai pas malheureusement pu lire dans le détail le rapport qui est paru hier soir. Je le ferai, parce que c'est un sujet qui m'intéresse au premier chef. J'ai cru noter quand même qu'il y avait, entre les rapporteurs, sur la responsabilité respective de l'administration et du politique, des regards un tout petit peu différents. Je crois l'avoir vu. Je pense pour ma part qu'il y a une dialectique entre les deux, et c'est la raison pour laquelle je propose l'intervention d'un tiers. Parce que les tentations du politique, parce que les contraintes de l'administration peuvent entraîner quelque chose de procyclique ou de proactif qui entraîne. J'ai une peine à penser, je vous le dis franchement, ayant été dans diverses fonctions, qu'on peut tout mettre sur le dos de l'administration, qu'on peut tout mettre sur le dos du politique. Fatalement, la responsabilité est partagée par une entité qui est le ministère de l'économie et des finances. C'est pour ça que ma réflexion est plus systémique en réalité. Je ne participe à aucun procès. Je n'en veux à personne. Je n'ai aucune forme de règlement de compte à l'égard de quiconque, a fortiori à l'égard d'un successeur. Il y a trop souvent, on dit, mes successeurs sont des crétins et mes prédécesseurs sont des imbéciles. Je n'ai jamais cédé à ça parce que je sais que c'est systématiquement faux, en vérité. Bon. Après, sur votre question sur les administrations publiques, non, nous n'avons pas d'évaluation des contributions respectives. Ça revient à la préparation du budget, au débat entre vous-même, les parlementaires et l'exécutif, avec, si j'ai bien compris, une nouvelle méthode qui doit associer les partenaires sociaux, les collectivités locales elles-mêmes, dont le comité d'alerte d'hier, auquel j'étais invité, auquel je ne participe pas, car je souhaite que la Cour garde
sur la dépense complète, mais où le rapporteur général du Haut Conseil et le président de la section en cause étaient présents en tant qu'observateurs. Bon, c'est à vous de définir cette part respective. En revanche, le message que j'ai porté et que je répète de la façon la plus claire, c'est que contrairement à ce qui s'est passé ces dernières années, l'effort ne peut pas et ne doit pas porter uniquement sur l'État, et en particulier sur ses dépenses de fonctionnement, qui doit être davantage partagé et toucher aussi les dépenses d'intervention. Nous ne parviendrons pas à la maîtrise de nos finances publiques sans que toutes les administrations publiques soient concernées. Dans quelle proportion? Vous aurez l'occasion d'en débattre. David Guiraud. Merci. Bon, Monsieur le Président, vous avez fait part de votre, je vous cite, très mauvaise humeur. On est deux. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon, mais ce qui m'énerve considérablement, c'est que vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel, vous en avez parlé. Hein, vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, dont vous êtes le président, de fin 2023, qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale. » Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant de sérénité qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, hein, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale, mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous n'avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude. Il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Rien. Vous avez fait une recommandation dans votre rapport. D'ailleurs, elle est bonne, on vous suit là-dessus. C'est la recommandation numéro 3, si je ne me trompe pas, réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État, dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances. Ça serait utile parce qu'effectivement, ça nous permettrait de nous rendre compte publiquement, notamment à l'ensemble des Français, des sommes qui sont en jeu, c'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros qui sont détournés. Mais je suis désolé, quand vous dites notamment aux Français sur des chaînes publiques qu'il faut se préparer à faire des efforts, il faut aussi commencer par vos services. Monsieur le Président. Alors, j'allais dire que je suis de bonne humeur, parce que pour la première fois, je ne vous vois pas de dos. Et ça fait plaisir, parce que tourner le dos systématiquement, poser des questions, je me dis depuis des années que c'est d'une grossièreté absolument sans nom. Parce que c'est sa place. Hein. Oui, mais quand on veut poser une question, on se tourne. Il n'y a jamais personne en face. Donc, non, mais, pardon. Mais c'est parce que vous vouliez aussi vous faire enregistrer. Allez, je donnais à M. Guiraud un motif de très bonne humeur de ma part. Je suis content de le voir en face, parce que quand on me contredit ou m'interroge, je préfère avoir un interlocuteur plutôt que quelqu'un qui me tourne le dos. David Guiraud se cache pas en général pour poser des questions. Allez-y. Mais non, mais les questions sont là. Après, je suis d'un peu moins mauvaise humeur. Je ne vais pas reprendre votre disant qu'il faut mettre de l'ordre dans nos services. Je crois vraiment qu'il faut apprendre, quelle que soit la sensibilité politique, à respecter les institutions indépendantes de ce pays. Quand je parlais des dépenses d'assurance maladie, c'est parce que je m'appuyais très précisément sur un rapport qui aurait été rendu public lundi. Des rapports de la Cour des comptes sur tous ces sujets, il y en a. J'ai dit moi-même que nous avions en cours de préparation un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale qui sortirait fin 2025. Et je peux corriger mon propre propos. Il était sûrement un peu rapide. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est fantasmatique de s'imaginer qu'on va réduire les déficits en allant combattre uniquement la fraude fiscale, que beaucoup a été fait en la matière. Je voulais surtout souligner qu'en matière de fraude sociale, nous étions très très loin d'avoir la même performance. Je ne peux que vous inviter à lire les rapports de la Cour des comptes. Ils ne sont pas la vérité. Vous savez, moi je sais qu'un rapport, c'est toujours réfutable. Ils ont un avantage. C'est pour ça qu'ils devraient être respectés au-delà de telle ou telle personne. Et celle du Premier Président, en l'occurrence, n'est que le porte-parole de l'institution. Parce qu'à chaque fois,
Ce sont des travaux objectifs, qui reposent sur des faits, des chiffres, et qui procèdent d'une collégialité qui est faite d'hommes et de femmes dont je peux vous assurer qu'ils ont des sensibilités politiques, des regards sur le monde qui sont extrêmement différents. C'est ce qui fait tout le sel de cette maison. Et j'entends que cela soit respecté, tout simplement. Ouais. Nicolas Ray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, vous présentez aujourd'hui une photographie très dégradée de nos finances publiques, mais une photographie réaliste, bien sûr, que nous partageons avec ce déficit record de 5,8%, un dérapage de 1,4 points par rapport aux prévisions initiales, une dette en forte hausse de 3 points en un an, à 113% du PIB, et puis la plus forte hausse en termes de dépenses publiques depuis 10 ans, alors que nous n'avions pas de période exceptionnelle comme nous avions pu connaître lors de la crise Covid ou de la lutte contre l'inflation. Comme vous, nous regrettons que nous n'ayons pas eu un projet de loi de finances rectificatif que notre groupe avait réclamé. Comme je le disais la semaine dernière, je pense qu'un PLFR aurait été plus utile au pays que la dissolution. Quelques questions, Monsieur le Premier Président. J'ai repris votre avis de l'an dernier sur le PLF 2024. Vous écriviez, pour 2024, le Haut Conseil estime que la prévision de croissance est élevée. Pour la totalité des postes de demande, le gouvernement est plus optimiste que ces organismes. La prévision de déficit public apparaît plus optimiste. Alors je sais bien qu'en langage Cour des comptes, c'était déjà des propos assez courageux. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ces formulations mériteraient d'être peut-être plus directes, moins balancées, notamment pour le grand public, et qu'elles auraient un impact plus fort pour alerter sur la situation des finances publiques? Quelques questions complémentaires. Est-ce que les perturbations internationales que nous connaissons ne sont pas, selon vous, sous-estimées en termes de croissance et en termes d'impact sur nos finances publiques? Est-ce que les mesures d'annulation de crédit de 5 milliards qui ont été annoncées cette semaine sont suffisants pour atteindre les 5,4% de déficit? Et puis pour l'avenir, pour la résorption et l'amélioration de notre trajectoire, quelle est, selon vous, la juste répartition de l'effort qu'il faut faire entre les trois sphères, État, collectivités territoriales et sphère sociale? Et pour les collectivités territoriales, quel est le moyen pour l'État de mieux piloter, effectivement, en concert avec les élus, bien sûr, nos comptes locaux? Et on reparle de contractualisation. Est-ce que vous pensez que c'est le bon outil pour cela? Je vous remercie. Monsieur le député, je suis conscient que nos formulations sont balancées. Il y a toute une sémantique du atteignable au plausible, à l'optimiste, à l'élevé. Il faudra dire un jour faire peut-être un peu, beaucoup. Il faudra peut-être un jour faire une étude. C'est bon pour un étudiant de travailler là-dessus. Je crois que c'est un joli sujet parce qu'on commence maintenant à avoir quelque chose d'intéressant en la matière. Je pense que c'est tout de même nécessaire de rester de notre part dans ce balancement, parce que justement nous ne sommes pas au-dessus du politique, parce que nous ne prétendons pas avoir une vérité révélée, parce que, encore une fois, notre parole, elle vous est livrée, qu'elle doit être une parole experte, qu'elle ne saurait être une parole d'autorité. Je ne crois pas, pour ma part, au gouvernement du juge et des experts. Je respecte trop la politique, trop la démocratie, pour savoir que c'est vous qui faites la loi et que c'est à vous, finalement, d'exprimer des opinions un peu plus fortes. Néanmoins, ce que nous disons, c'est lisible et c'est clair. Et je m'efforce aussi de le transcrire de façon claire, de le communiquer de façon claire. Les messages, ils sont là. Et si on veut bien les lire en détail, on voit que le Conseil a joué son rôle d'alerte dans la mesure des informations dont il disposait de manière pertinente depuis plusieurs années. Et continuera à le faire, en essayant d'être un peu plus anguleux qu'il l'a été jusqu'à présent. C'est toujours d'ailleurs un débat que nous avons entre nous, mais je ne peux jamais entrer dans ces débats par définition en public. Sur le deuxième point, écoutez, je suis non pas en difficulté, je crois qu'il est trop tôt pour répondre à ce que... Disons que pour procéder à nos avis, à chaque fois nous auditionnons deux instituts de prévision, Rexecode et l'OFCE, qui sont de sensibilités différentes, un peu plus patronales, l'autre un peu plus keynésien, dirais-je. Puis nous auditionnons la Banque de France, nous auditionnions l'INSEE. Et bien sûr, nous auditionnons les administrations. Il nous a semblé, sans entrer dans les détails de nos libérations, que les administrations prenaient en compte à date la dégradation de la situation internationale, du commerce international. C'est la raison pour laquelle nous disons pas hors d'atteinte. Et je crois que la révision de la prévision à 0,7
n'a pas été faite au doigt mouillé, justement. N'est pas dans l'hubris cette fois-ci. Elle résulte d'une analyse assez objective. Néanmoins, et notre avis le souligne aussi, nous sommes dans un contexte de très fortes incertitudes. Je dis à date, je crois que c'était le lendemain, nous a dit le lendemain du jour où Donald Trump a décidé de différer ses décisions tarifaires à 90 jours. Un bon jour. De quoi est fait demain? Personne ne le sait. Et donc les incertitudes économiques et géopolitiques peuvent en effet entraîner une dégradation des chiffres. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas hors d'atteinte, mais que les risques à la baisse sont importants. Vous voyez, c'est balancé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette prévision, in fine, elle pourrait être réajustée. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit hier, je crois, dans les réunions qu'il a animées, et qu'en conséquence, il faudrait prendre des mesures. Ce qui ne me permet pas de vous dire si les 5 milliards sont suffisants ou pas, compte tenu du fait que des ajustements pourraient se produire en cours d'année. Donc aujourd'hui, c'est sans doute proportionné à la situation que nous sommes capables d'enregistrer. Ni plus, ni moins. Mais il faut être très vigilant. C'est fragile. Voilà, c'est un mot de plus que je prononce. La prévision de croissance est fragile. Nous sommes vulnérables. Nous sommes sur une ligne de crête. Nous devons être extrêmement réalistes et prudents en la matière. Sur la répartition des efforts, c'est la question qui m'a été posée auparavant. J'y ai répondu, ce n'est pas à nous de le faire. En revanche, je redis ici qu'il faut que toutes les sphères de l'administration publique soient concernées cette fois-ci et que l'effort ne repose pas exclusivement ou quasi exclusivement sur l'État et son fonctionnement, comme ce fut le cas jusqu'à présent. Tristan Lahaye. Merci, Monsieur le Président. Quelques réflexions et questions rapides sur l'exécution et sur vos avis sur les perspectives pluriannuelles. D'abord, peut-être dire que nous partageons vos interrogations sur le besoin de prévisibilité, d'une meilleure prévisibilité nos recettes fiscales, neutralisation faite des erreurs d'estimation, notamment de la croissance. On a malgré tout effectivement des vraies questions qui se posent sur notamment l'élasticité entre celle-ci et les recettes fiscales, mais que vos préconisations en matière d'association plus étroite du Haut Conseil aux finances publiques avec le Parlement doivent être mises au service, j'allais dire, d'un renforcement de la démocratie parlementaire qui a manqué cruellement avec l'absence d'un PLFR et qui pourrait à nouveau manquer, tant et si bien d'ailleurs que je trouve qu'il y a une forme de curiosité à adopter un budget en sachant pertinemment qu'on annulera au maximum les crédits tels que la LOLF nous y autorise. Donc il y a un problème de transparence démocratique qui se répète d'année en année et qui est d'ores et déjà annoncé pour l'exercice en cours. Une question toutefois, quand vous évoquez le dérapage en dépenses publiques pour l'année 2024 qui serait de la responsabilité des collectivités territoriales, est-ce que vous avez évalué la part de la dépense contrainte liée à des mesures prises par l'État? Je pense à l'augmentation des AIS, je pense à l'augmentation du point d'indice, je pense au Ségur par exemple, qui viennent peser naturellement et de manière mécanique sur les dépenses des collectivités et qui biaise un peu l'analyse selon laquelle il y aurait eu un dérapage incontrôlé, mais qui en réalité serait directement le fait de décisions prises par l'État. Évidemment, moi je rejoins aussi ce qu'a dit le président Coquerel tout à l'heure sur le fait qu'en dépit de considérations techniques, selon nous, le dérapage budgétaire provient de l'échec des politiques de l'offre, c'est-à-dire du fait qu'elles n'ont pas provoqué un élargissement de l'assiette tel qu'attendu en raison d'une croissance qui est systémiquement plus faible qu'attendue de ces dernières années et qui pourrait persister ainsi les prochaines années. Sur les perspectives pluriannuelles, moi, partage l'alerte que vous nous faites sur l'ampleur des déficits et sur la charge de la dette. Je note avec préoccupation ce que vous dites, notamment sur la nécessité de recontractualiser, en tout cas de renégocier nos encours de dette pour 50% à horizon 2030. Et ça doit préoccuper l'ensemble des parlementaires, quels que soient les groupes politiques. En revanche, on peut légitimement interroger de ce point de vue, non pas simplement la question de la dépense, mais aussi des recettes. Et j'en viens à ma conclusion. On évoque, je crois, avec pertinence le débat fiscal et notamment le débat pour ce qui concerne la fiscalité du patrimoine, qui est très inégalitaire, enfin, qui renvoie à beaucoup d'inégalités. Et on pourrait aussi interroger la fiscalité locale pour faire suivre l'intervention de M. Guiraud. 50 milliards d'euros de TVA pour compenser les pertes de fiscalité locale
générés par les décisions gouvernementales ces dernières années peuvent légitimement interroger la reformation d'une fiscalité locale à proprement parler. Merci, monsieur le député. Je ne vais pas faire de commentaires sur certaines questions qui sont d'essence politique et qui vous appartiennent. En revanche, je veux répondre à deux choses. D'abord, sur les dépenses des collectivités locales, sans avoir fait l'analyse complète. Je veux dire une chose, c'est que d'abord, dans l'évolution de la dépense pour 2024, les collectivités locales, je ne suis pas le pot responsable, mais ça représente 7 milliards d'euros sur 13. Et que la plupart vient, en effet, de dépenses de fonctionnement. Alors après, il faudrait en effet regarder la part qui est contrainte et la part qui est choisie. Et nous avons fait une analyse non pas de la rigidification de la dépense locale, c'est une réponse à laquelle j'ai insuffisamment répondu tout à l'heure du rapporteur général, mais pour le budget de l'État, il est rigide. Oui, aux 3/4, c'est 35% de masse salariale, c'est des dépenses non pilotables à 18%, des dépenses d'intervention et de guichet à 17%, et des concours aux opérateurs à 7%. Ce qui veut dire qu'en effet, ça peut se transférer en partie sur les collectivités locales. Ce n'est pas une question de responsabilité, c'est que forcément, il faut réfléchir collectivement à la manière dont on maîtrise la dépense locale. Je trouve qu'il y a une attitude qui n'est pas juste, c'est de dire que les collectivités locales n'y sont pour rien, parce qu'elles investissent, là en l'occurrence, c'est du fonctionnement. Ça ne signifie pas pour autant que c'est d'un coup de baguette magique qu'on peut le résoudre, mais il faut y travailler ensemble. Sinon, nous regardons ça d'un point de vue macro-financier. Les chiffres qu'on nous donne, ils sont purement normatifs, puisqu'en réalité, ils sont jetés en l'air, et il n'y a pas les moyens de les faire suivre des faits. Sur la politique de l'offre, je ne peux pas faire de commentaires, naturellement, je n'ai pas de commentaires politiques. En revanche, il y a une chose que je crois pouvoir dire, c'est qu'on voit tout de même que la croissance potentielle s'est plutôt tassée au fil des ans, que les prévisions de croissance potentielle étaient de 1,3, 1,35 il y a quelques années, qu'aujourd'hui, nous estimons qu'elles sont plus réalistes à 1,2% et à 1% en 2029, ce qui signifie qu'en effet, nous n'avons malheureusement pas transformé la France en tigre asiatique. Voilà pour l'audition de Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, audition menée par la Commission des finances. C'est la fin de ce numéro, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre émission. La séance est ouverte. Bonne journée sur les chaînes parlementaires.